Olivier Barène, président du groupe Barène Immo. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les enjeux de la construction d'un habitat éthique en 2025 ? On a parlé tout à l'heure de la ZAN, donc zéro artificialisation nette. Ça passe et ça démarre par là, c'est-à-dire de consommer le moins possible de foncier, utiliser des matériaux durables, recyclables, aller chercher la performance énergétique. Tu en parlais à l'instant, notamment sur tous les enjeux présents et à venir, parce que c'est pas fini, on progresse tous les ans. Avoir un habitat qui est dévoué à une mixité d'usages, aussi bien pour le propriétaire occupant que pour le locataire ou un logement conventionné, sociaux ou avec des logements à coût abordable. Voilà, donc c'est un peu tout ça qui fait qu'on va s'orienter vers un habitat éthique. Et puis, j'en parlais à l'instant, l'environnement est très important, les transports en commun. Donc, il faut réunir tous ces critères, ou du moins essayer de tendre vers l'ensemble de ces critères pour avoir un habitat éthique. C'est un peu le logement bien isolé, à proximité des transports en commun, avec un prix abordable. Voilà. On a pour habitude de dire qu'un promoteur immobilier, c'est un petit peu un couteau suisse, puisqu'il y a d'un côté interaction avec des élus, les usagers pour bien comprendre les besoins afin de réussir les projets. Selon toi, et ton retour d'expérience, comment se passe la coordination justement entre un acteur de l'aménagement du territoire qui est un promoteur, les élus, les représentants du peuple et surtout les usagers en face ? Alors couteau suisse ou maître d'orchestre, mais on va devoir organiser en effet en amont d'un projet des séances de partage, d'échange avec les élus, avec les habitants d'un quartier, les associations d'un quartier, pour travailler sur l'imagination du projet. C'est-à-dire qu'on doit concevoir un bâtiment qui va être là pour plusieurs décennies, et donc il est primordial de réussir à l'intégrer dans son environnement. On ne va pas mettre un immeuble de 200 logements dans un quartier qui est entièrement pavillonnaire. C'est surtout si on n'a pas les transports en commun qui sont adaptés. Donc tout ce travail-là, on le fait forcément en amont avec les élus, avec les associations de quartier, afin de définir au mieux le meilleur projet par rapport à son environnement. Donc ce travail, il est primordial. Il est primordial et vraiment nécessaire, bien en amont d'un projet. Aujourd'hui, entre le moment où on réfléchit sur un projet, à partir du moment où on a identifié un terrain et à partir du moment où on le livre, on va être à peu près sur une période entre 7 et 8 ans dans le métier de la promotion immobilière. Là où il y a 20 ans, on pouvait être sur 4-5 ans et puis il y a 30 ans, 40 ans, ça se faisait en 2 ans. C'est impressionnant le rallongement de ces cycles-là. Et aujourd'hui, est-ce que tu vois une certaine sensibilité des élus sur des territoires où il y a une vraie problématique tension et donc du coup une volonté d'interagir et d'accompagner le promoteur dans des cycles qui sont un peu plus courts, ou est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose qu'on va retrouver de façon un peu plus homogène partout ? Alors, sur certaines zones où les zones sont identifiées par les collectivités en amont, en effet, on va être sur des cycles un petit peu plus courts. Néanmoins, on a une tension sur le logement qui est énorme. En effet, tu le rappelais tout à l'heure, on est dans un cycle de crise. L'avantage de notre métier, de tous les acteurs de l'immobilier, c'est que de l'immobilier, du bâtiment également, c'est qu'on aura toujours besoin de se loger. Donc c'est un produit, normalement, on devrait toujours en avoir besoin. À partir de ce moment-là, il faut continuer à travailler le meilleur produit identifié par rapport à un marché. Je vais donner un exemple. Depuis, nous, on constate, parce on a des équipes qui font de la location toute l'année. Et en gros, là, on va pas tarder à entrer dans la grosse période de location, notamment pour loger les jeunes quand ils viennent prendre un logement pour l'université. Et quand on arrive sur ce cycle-là, nous, on constate à peu près 100 demandes par jour pour généralement une dizaine de logements. On ne sait pas répondre à la demande. Et malheureusement, on le voit apparaître depuis 4-5 ans. On voit sur Brest, qui n'existait pas avant, beaucoup de marchands de sommeil.
c'est-à-dire où on va réunir de nombreux étudiants, nombreuses personnes dans des maisons qui ont été découpées afin de maximiser une rentabilité. Donc aujourd'hui, on manque de logements, on manque cruellement de logements pour les jeunes, pour les seniors, pour toutes les tranches. Même si la collectivité est souvent moteur pour produire du logement, après on a cette inertie des études, de la construction et de la commercialisation. Aujourd'hui, le constat que tu fais, il est à l'instant T. L'environnement, l'écosystème actuellement du bâtiment et de la promotion immobilière fait qu'il y a des reports de lancement de nouveaux projets. Selon toi, à quel horizon on peut imaginer une reprise d'activité et quel impact ça va avoir sur le parc immobilier disponible? Parce que c'est ça qui va être, en tous les cas pour Gweneg, un élément extrêmement préoccupant, c'est de se dire si aujourd'hui on a 100 demandes pour 10 logements, qu'en sera-t-il l'année prochaine et l'année d'après? Déjà, on a un public qui fait que les logements ne se libèrent plus. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait libérer son logement à partir du mois de juin et puis on reprenait un autre logement à partir du mois de septembre pour économiser cette période-là. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. C'est-à-dire que les gens gardent leur logement. On voit beaucoup plus de colocation. Pour répondre à ta question, sans faire bien entendu de politique, mais je n'ai pas le sentiment qu'on a un gouvernement qui est très enclin à faire de l'immobilier. Et on le voit parce que tous les ans, on continue à creuser le déficit du nombre de logements en France. La Bretagne est un petit peu plus épargnée que le reste de la France, mais néanmoins, on continue à creuser le déficit. Donc, moi, je ne vois pas de changement, malheureusement, avant les prochaines élections présidentielles, changement majeur. Il y avait jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, tu le sais, des lois de défiscalisation. On parlait de la loi Pinel, qui permettait aux investisseurs de défiscaliser un peu. Et du coup, c'était un volant d'accélérateur pour produire du logement. Il n'y a plus cette loi. Alors, on vend moins de produits financiers, on vend plus d'immobilier. Mais néanmoins, il faut continuer à trouver du monde pour acquérir ces logements et pouvoir loger les locataires. Intéressant. Selon toi, et ça sera vraiment ma dernière question, quelles sont les clés d'un quartier vivant et durable? On a toujours en tête l'image, un programme immobilier, c'est des résidences, c'est de l'habitation. Ce qu'on oublie, c'est que ça peut être des bureaux, ça peut être également des commerces en rez-de-chaussée. L'interaction, finalement, le cycle de vie d'un quartier, c'est pas seulement la nuit, c'est également la journée avec d'autres usagers. Quelle est la recette ou quel est ton retour d'expérience par rapport à ces interactions? Moi, j'aime bien dire qu'un quartier ou une résidence qui dure, c'est une résidence qui vit. C'est une résidence où tu vas pouvoir croiser des enfants qui vont jouer en fin d'après-midi. C'est une résidence qui, dans la journée, est active, ou un quartier qui est actif par la présence de bureaux, de commerces en pied d'immeuble, et forcément, le soir... avec les habitations, tu retrouves une population. Donc, on a une mixité d'usages sur le quartier, et puis de ce fait, il est en permanence utilisé. On n'a pas des dortoirs qui se vident le matin et qui reviennent le soir. Voilà. C'est un peu le bon quartier, selon moi. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Régis, pour votre témoignage.